Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission que nous avons le plaisir de vous présenter. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur comment éduquer les enfants sur la sexualité et nous recevons sur ce plateau des invités. Bienvenue à nos invités. Et tout de suite, nous allons tout d'abord visionner un micro-trottoir. Est-ce que vos parents vous ont parlé de sexualité? Non, pas trop. Non, nos parents ne nous parlent pas de sexualité parce qu'ils se sentent gênés de parler de ça avec leurs enfants. Bah non. Oui, souvent oui. Non. Bon, pour parler de la sexualité, c'est trop dit. Non, mes parents ne parlent pas de sexualité. Non, mes parents ne m'ont jamais parlé de sexualité, sauf c'est pas avec mes amis comme ça. On aime parler ensemble, mais mes parents ne m'ont jamais parlé de ça. Non, j'ai appris qu'une fille atteint l'âge de la puberté à l'école. Est-ce que vous avez des enfants? Oui, j'en ai 2. Et est-ce que vous leur parlez de la sexualité? Oui, vous savez, les enfants, des fois, ils ont des questions. Quand ils vous posent, vous êtes obligé quand même de répondre. Hein. De sexualité, moi, mes enfants sont petits d'abord. Ils ont quel âge? 8, 9, 10, comme ça. Bon, parler de sexualité, je ne pense pas d'abord. Pour le moment, non, parce que je n'ai pas les enfants qui sont à l'âge d'abord. Du moins, quand les filles ont l'âge de la puberté, ou bien quand les garçons entrent à partir de 15 ans, quoi. Normalement, à partir de 15 ans. Il n'y a pas vraiment d'âge, parce que surtout en ce moment, les enfants sont très précoces. Et surtout avec la télé aussi, ils voient des choses et puis vous posent des questions. Donc il faut leur répondre, il ne faut pas leur mentir. Pas spécialement, mais qu'on en parle ou pas, je crois qu'ils voient ça à la télévision. Et au niveau des autres médias, également, ils suivent les questions de sexualité. C'est un sujet qu'il faut débattre. Et plus vous essayez de camoufler, les enfants auront une éducation ailleurs. Je ne peux pas leur parler de ça pour l'instant. Par exemple, les grands garçons de 20 et 18 à plus de 18 ans, on leur parle, je leur sensibilise même souvent, je leur parle toujours de préservatifs, même si vous avez des copains et des copines. Je préfère à la limite même acheter de temps en temps les préservatifs pour faire des cadeaux d'anniversaire, pour ajouter dans le cadeau. Donc, je pense que... Avec eux, la sexualité, parler de la sexualité avec un enfant, c'est de changer les idées, quoi. Au fait, c'est l'amener même à déraper, si vous voulez. C'est l'amener à carrément changer de comportement. L'amener même à aller chercher des femmes. Jusqu'à aujourd'hui, ils pensent que c'est un sujet un peu tabou pour les jeunes. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que de nos jours, on ne doit pas avoir de gêne à en parler de sexualité à ses enfants. Vous avez visionné ce micro-trottoir. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? Quelle est votre réaction? On commence par M. Minungu. Je ne suis pas tellement surpris des réactions des uns et des autres. C'est ce qu'on a l'habitude d'entendre d'ailleurs partout. Bon, en écoutant la réponse de chacun, j'ai vu que c'est difficile de trouver un parent qui parle comme ça honnêtement de la sexualité. On ferme la bouche sur ce sujet. Quelles sont les raisons qui font que les parents n'arrivent pas vraiment à parler de sexualité aux enfants? Ce n'est pas seulement quelque chose de typique ou de propre à la tradition africaine. C'est de manière générale dans toutes les sociétés. Bon, c'est vrai qu'il y a des sociétés qui ont connu une évolution par rapport aux autres, mais de manière générale, quand on touche la question du sexe, c'est toutes les sociétés qui sont réticentes à cela. Bon, il y a un phénomène nouveau qui a amené donc dans d'autres sociétés qu'on commence à parler ouvertement de la sexualité, mais ce n'était pas aussi quelque chose qui leur était propre. Il y a aussi un jeune là qui a souligné une des raisons dans sa réponse. Il a dit que parler de la sexualité avec son enfant, c'est le pousser à faire l'expérience. Et il y a la plupart des parents aussi pensent comme ça. Pensent qu'en expliquant, en parlant avec l'enfant du sexe, de la sexualité, on le pousse à aller faire l'expérience, alors que ce n'est pas le cas. Vous avez tout de suite aussi dit que c'est parce que les parents voient en l'éducation sexuelle le simple fait de rapports sexuels qui explique souvent qu'ils sont réticents d'en parler. Mais qu'est-ce qu'en fait, quand on parle d'éducation sexuelle, qu'est-ce que ça comprend?
Mais je dirais de manière très schématique que quand on parle de la sexualité, c'est en fait c'est ce qui fait de nous des êtres humains. C'est ce qui fait d'un garçon qu'il soit garçon et de ce qui fait qu'une fille est fille. Donc c'est tout ce qui constitue son être. C'est ça la sexualité. Et la sexualité englobe même l'aspect social des relations, les relations entre les êtres humains. Donc c'est tout un ensemble. Ça ne se limite pas qu'à l'aspect rapport sexuel. Pour moi, la sexualité, c'est un système éducatif. Lorsqu'on prend le petit garçon, il faut amener l'enfant à comprendre pourquoi il est garçon. Lorsque, par exemple, les enfants arrivent à l'âge de la puberté, c'est là que le vrai problème dans l'éducation sexuelle des enfants se pose. Donc, par un enseignement progressif, l'enfant va être appelé à savoir que le garçon, par exemple, qu'à partir de tel âge, eh bien, voilà, mon sexe deviendra comme ça, il va évoluer dans tel sens, et en évoluant, voilà, il va se révéler certaines attitudes qui vont arriver. Donc l'enfant est déjà préparé à cette évolution. Vous venez de dire qu'il faut, c'est un système qu'il faut intégrer à la famille, au système scolaire et tout. Effectivement, on se rend compte même au travers du micro-trottoir, il y a plusieurs parents qui ont dit, ben, il y a l'école, il y a les médias qui s'occupent de ça. Et donc, eux-mêmes, finalement, ils ne s'en occupent pas. Ils laissent le soin aux instituteurs, aux professeurs de s'en occuper. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Qui est en fait responsable de l'éducation sexuelle? Qui est le premier responsable? Je ne sais pas si je dois répondre, mais pour moi, les premiers responsables, c'est les parents. C'est le père, c'est la mère. Les tout premiers responsables de la vie humaine, c'est les parents. Ensuite viendront les éducateurs un peu plus tard. Et donc, c'est vrai qu'en écoutant le micro-trottoir, on a des diverses manières d'appréciation sur l'éducation sexuelle. Bon, quelqu'un a dit tout à l'heure que c'est pas la peine d'en parler. De toutes les façons, l'enfant apprendra cela plus tard à l'école. Ben, voilà, c'est une réaction qui est généralement commune. Pourquoi? Parce qu'on a honte de parler à l'enfant. Mais très tôt, depuis le bas âge, pendant que l'enfant est dans les bras de son père et de sa mère, on apprend que voilà, un enfant vient au monde suite à l'union entre deux êtres, qui est le père, la mère, et qu'on dise à l'enfant, si tu es là, c'est parce que papa et maman, eh bien, ensemble, voilà, c'est par eux que toi tu es venu au monde. Mais ça ne choque pas, ça ne blesse pas, ça ne fait pas de tort à l'enfant. Et l'enfant tout de suite comprend parce que l'enfant se retrouve vite avec son père, il se retrouve vite avec sa mère. Donc il comprend que je suis venu de par mon père, de par ma mère. Ce sont des choses élémentaires. Et puis après, maintenant, progressivement, on arrivera à lui donner encore des notions beaucoup plus solides au fur et à mesure que se développe son intelligence. C'est vrai qu'un parent qui, au niveau dans son éducation, n'a pas reçu une éducation sexuelle, c'est vraiment difficile aussi de transmettre ça à ses enfants, quoi. Donc, je crois que, enfin, comme vous le disiez, c'est un changement de mentalité aussi, que nous, en tant que parents, la nouvelle génération, on doit changer. Nous, on devait en parler à nos enfants. Et mon père était très sévère, ainsi que ma mère aussi, par rapport à ce domaine. Et on ne pouvait pas sortir la nuit, on a des heures bien précises pour être à l'école, pour être à la maison. Quand on finit l'école, à telle heure, on doit être à la maison, on doit se coucher à telle heure. On a des règles vraiment bien précises à la maison, quoi. Donc tout le monde était obligé de respecter ces règles. Donc ça fait qu'au niveau de la sexualité, c'est vrai, j'ai rien appris à travers mes parents. J'ai appris ça à l'école. Mais j'ai aussi, personnellement, j'ai un principe aussi. C'est vrai que je me suis dit, je ne vais pas aller avec n'importe quel garçon. Ça, c'était mon principe, même à l'école. Mes autres copines se moquaient de moi parce que je ne pars pas avec n'importe quel garçon. Alors que mes parents ne m'ont pas éduquée. Mais moi, personnellement, je vois que c'est une grâce de Dieu.
On se rend compte aussi que les parents, la plupart du temps, mettent l'accent sur les filles quand on parle de l'éducation sexuelle. Parce qu'ils se disent, bon, c'est pour les filles, c'est visible, c'est elles qui peuvent rencontrer des problèmes. Pour les garçons, bon, c'est pas vraiment important. Et qu'est-ce que vous en dites? Pour le garçon comme pour la fille, l'éducation sexuelle est très nécessaire. Il faut que chacun connaisse son corps et toutes les étapes de développement de son corps. Et c'est comme ça qu'on apprendra au garçon, au fur et à mesure qu'il a reçu un enseignement adéquat, eh bien, il comprendra son corps. Et à chaque étape, il sait pourquoi ce phénomène se produit. Par exemple, l'enfant se lève le matin, parce qu'il n'a pas encore fait pipi, vous voyez son sexe qui est en érection. C'est un phénomène tout à fait naturel qui est dû au fait que la vessie est pleine d'urine. L'enfant, au lieu de crier sur lui et lui dire « ne fais pas ceci », dites-lui « va faire pipi ». Et quand il fait pipi, c'est fini. Et je crois que l'éducation sexuelle doit être donnée à tous, filles comme garçons. Et que l'éducation sexuelle est la responsabilité de tous, le mari comme la femme. Que ce n'est pas à un seul qu'il est donné donc la responsabilité d'éduquer les enfants de manière générale et sur le plan sexuel de manière spécifique. Donc de telle sorte que le jeune garçon a besoin de savoir qui est son vis-à-vis. Parce que parfois les problèmes sexuels arrivent à ce niveau-là, on ne sait pas qui est l'autre. Donc non seulement il a besoin de se connaître lui, mais il a aussi besoin de connaître qu'est-ce qu'est une jeune fille, qu'est-ce qui se passe en elle, comment est-ce qu'elle est formée. Il a besoin de connaître cela. Et ça va le permettre de respecter cette fille. Et vice-versa. J'ai eu mes règles à 13 ans. Quand mes règles se sont apparues, j'ai cru vraiment que je suis tombée malade. Et ma maman était à l'hôpital avec mon papa qui était hospitalisé. Elle est rentrée à midi pour faire le repas et puis je lui ai expliqué. Elle ne m'a rien expliqué du tout, elle m'a montré comment faire et puis c'est tout. J'ai vraiment pensé que, bon, quand je l'ai accueillie, je lui ai dit, maman, écoute, je suis malade. Qu'est-ce que tu as? J'ai expliqué ce que j'ai. Au lieu de me prendre à part, m'expliquer que je suis devenue maintenant une grande fille, voilà, comment ça se passe, rien du tout. Elle m'a tout simplement expliqué comment entretenir ses règles et puis c'est fini. Imaginez, si je recevais à ce moment-là des fausses réponses, j'allais les appliquer aussi. Surtout chez le garçon, parce qu'il y en a qui pensent vraiment qu'à un certain âge, si tu n'as pas de rapport avec une fille, tu tombes malade. Oui, mais c'est ce qui se dit dans le couloir à l'école. Tu tombes malade, c'est obligé que tu ailles avec une fille. Oui. Ma réponse aux jeunes gens, j'ai dit, mais moi je n'ai jamais rencontré à l'hôpital un lit pour ceux qui se sont abstenus de sexualité jusqu'à un certain âge. Je n'ai jamais rencontré ce lit-là à l'hôpital. Mais on a rencontré à l'hôpital, et ça, ils sont légion, des lits et de personnes qui ont mal gérer leur sexualité. Et donc, on devrait prendre conscience donc, de cette... Et donc, les parents doivent voir qu'ils ont une grande responsabilité et remplir cette responsabilité. Ne pas se cacher derrière des tabous, ne pas se décharger derrière et même des alibis, mais plutôt affronter la situation et demander de l'aide. Si on ne peut pas, on sent qu'on a des difficultés, on peut demander de l'aide. Et je crois que aussi, bon, en tant que, bon, pour ceux qui sont dans des cercles chrétiens et autres, il y a des institutions, il y a des organisations qui aident, qui peuvent aider les parents, qui peuvent aider les jeunes dans ce sens-là. Parce qu'autrement, on laisse même nos enfants en suspens, alors qu'ils ont besoin d'avoir des certitudes et des bases sur lesquelles ils vont donc marcher. Et on se rend compte que dans la famille, c'est surtout la maman qui est amenée à jouer le rôle d'éducatrice en matière de sexualité. Et qu'est-ce qu'il faut dire? Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'avoir un équilibre? Le papa a peut-être aussi quelque chose à dire. Bien sûr que oui. Chacun des deux a quelque chose à dire. Ce n'est pas la mère seulement qui est responsable au niveau de l'éducation. C'est parce que les hommes, souvent, ils sont accaparés par leur activité professionnelle. Et puis, bon, ben, ils sont toujours dehors. Et bon,
en quelque sorte, les enfants sont négligés et c'est la mère qui est obligée de faire face à tout cela. Ce n'est pas normal. Et quelles que soient les activités professionnelles que nous exerçons, il faut vous rendre compte que si vous réussissez et que votre famille n'a pas réussi, eh bien, votre réussite ne vous profitera pas du tout. Je prends quelqu'un qui, par exemple, professionnellement est devenu directeur d'une grande société alors que ses fils et ses filles, ce sont les grands bandits, les drogueurs. Ben, je ne vois pas comment il est heureux. En fait, à quel âge il faut commencer? Est-ce que 15 ans c'est tôt ou bien c'est déjà tard? Moi, je pense que 15 ans c'est tard, pour vous dire toute la vérité. Parce qu'il y a des filles à 15 ans, elles sont devenues des femmes déjà. Donc, si vous commencez là, il y en a qui même vivent le phénomène de la sexualité déjà. Donc, vous allez faire le merci après la mort. Ouais. Et ça risque de ne pas avoir tellement d'effet parce que l'enfant aura déjà appris des choses négatives qui sont restées dans sa tête et vous ne pourrez pas détruire avec ce que vous apportez tardivement ce qui déjà existe dans la mémoire de l'enfant et qui va marquer son comportement. Donc, il faut commencer tôt. Moi, je dirais que la meilleure phase pour moi, c'est à partir de 4 ans. Au même moment que l'enfant va à l'école maternelle, si vous remarquez, les parents doivent être attentifs, si vous remarquez certains comportements qui ont besoin de correction en matière d'éducation sexuelle, il faut que les parents interviennent. Mais comme je l'ai dit, hein, en fonction de leur âge, sans brutalité, et on suit. Voilà. Vous avez parlé de 3 ans, on voit aussi à cet âge-là, l'enfant, 4 ans, l'enfant pose trop de questions. Parfois, on est en public, il peut voir des choses et puis commencer à nous questionner, poser des questions. Est-ce que c'est obligé de répondre? Oui, en public. Le dimanche, par exemple, nous voulons sortir, aller visiter les animaux. Oui. On peut trouver les animaux en train de s'accoupler et puis l'enfant commence à poser des questions alors qu'on est en groupe. Est-ce que c'est nécessaire de lui répondre? Parce que je trouve que si on habitue l'enfant aussi à des réponses en public, est-ce que ce n'est pas un manque de pudeur? Bon, manque de pudeur, je ne vois pas ça comme ça. Mais si l'enfant vous pose la question parce que vous êtes allé dans un zoo, ben l'enfant a vu des animaux qui s'accouplent, l'enfant veut avoir des renseignements, donnez-lui les renseignements qu'il désire. Bon, je crois que le fait de dire qu'il y a le public, c'est là un danger. On se laisse arrêter par un préjugé qui est le public. Et ce préjugé peut être beaucoup plus dangereux même que la réalité. Et puis en répondant à cet enfant, ça peut aider par la même occasion d'autres enfants qui peut-être avaient la question mais n'ont pas osé même poser la question. Ils sont instruits par la même occasion. C'est si on les habitue aussi à parler de la sexualité n'importe où et n'importe comment. En même temps, il faut aussi leur apprendre, les éduquer dans la pudeur aussi. Comme ça, ils pourront peut-être si un enfant pose une question concernant le sexe et la sexualité, et il se trouve qu'il y a beaucoup de gens autour de nous, on peut lui dire, ok, je vais te répondre à la maison. Je sais pas. Ça dépend des circonstances. Au risque d'oublier aussi d'en reparler à la maison. Ça dépend des parents. Je crois que ça dépend des circonstances et des parents. Si vous jugez qu'une telle réponse n'est pas à donner à votre enfant et qu'il faut attendre à la maison, vous notez pour ne pas oublier parce que l'enfant veut avoir une connaissance, vous lui donnez cette connaissance. Bon, mais le problème de pudeur existe de manière un peu naturelle d'ailleurs dans nos sociétés, particulièrement africaines. Vous voyez, il y a des choses qui se font. Dans les familles, par exemple, où maman aime se mettre à l'aise, ce problème de pudeur n'est pas vécu de la même manière qu'ailleurs. Bon, où papa se met à l'aise. Vous voyez, papa en culotte, par exemple, en tricot, bon, donc il laisse apparaître une partie de son corps, l'enfant n'est pas choqué. Mais quand l'enfant, par exemple, dans un foyer, a toujours vu sa maman en robe, son papa en pantalon, jamais vu son papa en tricot, jamais vu ceci. Bon, c'est-à-dire, le jour qu'il va retrouver papa en tricot, c'est un scandale pour lui. Le jour qu'il va trouver maman en culotte, c'est un scandale. Je voudrais tout simplement aborder dans un autre sens quand on évoquait la question de l'âge, par rapport à quel âge commencer l'éducation. Je crois que, comme le pasteur Menongo le disait, il faut commencer tôt. Et il faut le faire d'abord très tôt de manière informelle. Pas forcément une éducation systématique, mais de manière informelle.
donc à travers les questions des enfants, comme on l'avait dit. Et là, même à 2-3 ans, l'enfant pose des questions. Et il ne faut jamais, en tant que parent, donner à l'enfant l'impression qu'on n'est pas intéressé à sa question. Et de deux, il ne faut pas lui donner une mauvaise information. Parce que l'enfant va chercher à compléter son information dehors. Et quand il va trouver que l'information que le père ou la mère lui avait donnée par rapport à sa sexualité est une information fausse, il ne va plus jamais faire confiance à ses parents. Et donc ça pose donc, un climat malsain entre l'enfant et ses parents. Et de telle sorte que demain, quand tout ce que vous lui dites, il ne vous prendra pas au sérieux et il cherchera ces informations dehors. Et nous savons les conséquences des informations de dehors. C'est désastreux. Donc, tôt, de manière informelle. Et effectivement, quand les enfants arrivent vers la préadolescence, il faut commencer à accompagner avec un enseignement systématique. Si on ne le peut pas soi-même, alors on peut le faire à travers des livres. Donc, pour que l'enfant puisse savoir qui je suis, comment fonctionne mon corps, quels peuvent être les dangers qui peuvent me rencontrer et surtout aujourd'hui la question des maladies sexuellement transmissibles comme le sida et toutes les autres IST doivent nous interpeller en tant que parents pour toucher ces aspects-là avec nos enfants très tôt, peuvent être informés de la bonne manière. Autrement, on va tomber dans le piège de cette femme-là qui a dit qu'elle donne des préservatifs comme cadeau d'anniversaire à ses enfants. Ça montre qu'elle a déjà échoué. Et donc, comme M. Lompo vient de le dire, on peut aussi éduquer nos enfants sexuellement au travers des livres. Au lieu de leur donner des préservatifs à Noël ou comme cadeau d'anniversaire, on pourra leur donner par exemple des livres. On a ce livre-là qui est très bon, bientôt 12 ans. On peut déjà lui donner quand il s'approche de 12 ans, peut-être à Noël ou bien à son anniversaire. Et là, il va apprendre déjà à connaître son corps, etc. etc. Et il y a également celui-là entre 12 et 17 ans, des tuyaux pour les adolescents. C'est des bons cadeaux au lieu de donner des préservatifs. Ça peut leur être vraiment très, très utile. Parce que là, si vous ne pouvez pas leur parler clairement, directement, bon, ça peut être une introduction. Et puis après, maintenant, on peut en discuter. Nous saisissons les occasions des questionnements des enfants pour leur répondre de manière objective. Notre deuxième fille, quand son frère est arrivé, il a trouvé que bon, son sexe n'était pas le même que le sien. Et donc un jour, elle a fini par poser la question et demander, mais papa, pourquoi le sexe de Miché est comme ça? J'ai dit, mais Miché est un garçon et toi tu es une fille. Et voilà pourquoi vos sexes sont différents. Et donc automatiquement, elle a conclu, elle a dit, ah bon? Donc papa est aussi comme ça. J'ai dit oui, papa est comme ça parce que papa est un garçon. Quand j'ai eu mon deuxième enfant, quand je suis rentrée de la maternité, son sexe était différent de la grande. Et chaque fois que je changeais l'enfant, la grande, elle me pose des questions. Maman, ça c'est quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? Et puis c'était très noir. Elle me posait la question, pourquoi c'est comme ça? Et puis j'étais obligée maintenant de lui expliquer parce qu'il est garçon. Et elle a vite compris. Vraiment, ça m'a étonnée. Je pense que ça a pris à peine 6 mois. Elle s'est habituée à son petit frère. Et elle l'appelle mon petit frère, mon petit frère. Elle a compris que lui, il est différent d'elle. Et ça m'aide. Et puis ma prière aussi maintenant est que vraiment je sois une bonne mère. Personnellement, quand j'étais enfant, mon père ne m'a jamais parlé de sexe. Ma mère non plus ne m'en a jamais parlé. Mais il y avait une morale sociale quand même qui était très éducatrice en ce moment. Par exemple, nous entendions par exemple nos mamans répéter à nos sœurs « ne me fais pas honte ». Ça veut dire qu'elle doit se comporter de manière à ne jamais faire honte à sa maman et à toute la famille. Et puis, du fait qu'on répétait ça, non seulement ça tombait dans les oreilles des filles, mais des garçons aussi. Permettez-moi de vous dire que moi, je n'ai pas eu de problème avec mes enfants parce que depuis que nous avons eu notre premier enfant, jusqu'au dernier, nous en avons eu 5, chaque jour, et mes enfants sont témoins, nous avons un moment, très tôt le matin, où nous partageons la parole de Dieu ensemble, nous prions ensemble,
Et à l'occasion, je dis aux enfants, s'ils ont quelque chose, c'est le moment de demander. Et puis bon, voilà, c'était le cadre de discussions familiales, et donc de communion aussi, entre nous et nos enfants, les enfants et nous. Et cela s'est passé pour chacun de nos 5 enfants jusqu'au jour où chacun se marie. C'est comme ça. Alors nous n'avons pas connu vraiment de problème à ce niveau. J'aimerais savoir comment est-ce que vous arrivez à intégrer à vos enfants, leur parler des valeurs bibliques telles la virginité, la chasteté et tout ça. Comment vous vous y êtes pris? La Bible est assez vaste. Et en parcourant la Bible, on tombe toujours sur quelque chose qui intéresse. Et je profite chaque fois qu'il y a une occasion qui est donnée de parler. Souvent, j'exagère, c'est-à-dire je prends beaucoup plus de temps sur ce point parce que je veux donner quelque chose aux enfants. Donc, on insiste beaucoup là-dessus. Mais je n'ai pas un programme établi en matière d'éducation des enfants comme ça, mais à chaque occasion que nous lisons la parole, eh bien, on fait des tours d'horizon sur différents sujets qui relèvent de la vie des enfants, des grandes personnes aussi. Quand une fille reste vierge jusqu'à un certain âge, et les autres pensent qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elle, on se moque d'elle à la limite quand on sait. Et si bien que c'est devenu même comme si c'est normal pour les jeunes d'avoir des relations sexuelles avant le mariage. Parce que cette notion de péché n'est même pas comprise. Pour eux, il ne s'agit pas d'un péché, il s'agit de se faire plaisir et puis ils ne voient pas de mal à cela. Et il y en a même qui disent que quand vous êtes fiancé déjà ou quand tu as une amie, si c'est une amie fixe, il n'y a pas de problème puisque c'est une seule. Donc je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce niveau? Le fait pour une jeune fille d'être vierge, c'est biblique, c'est quelque chose qui est beau. Si une fille est vierge, ça veut dire qu'elle a su se conduire bien et elle va arriver chez son mari d'une manière digne aussi. Digne selon Dieu et même digne selon les hommes. Généralement, on dit une fille vierge, c'est une fille dont l'hymen est encore en place. Dans la création de Dieu, Dieu ne crée jamais les choses au hasard. Pourquoi Dieu a-t-il mis cette petite enveloppe pour fermer en quelque sorte le sexe de la jeune fille? C'est pour lui montrer que son sexe n'est pas pour n'importe qui. Ce n'est pas un lieu de hasard, ce n'est pas un lieu donc de désordre. C'est pour donc donner à la jeune fille que seulement cette porte ne doit être ouverte que par le mariage. Et si tout est gardé comme ça, eh bien la jeune fille arrive dans le mariage vierge, donc elle apprend avec le seul homme de sa vie, qui est son mari, à vivre la vie intime de la manière la plus pure possible, la plus belle aussi. Je rencontre beaucoup de femmes qui me disent, quand je suis avec mon mari, je pense à tel autre avec qui elle a eu justement des rapports avant le mariage. Bon, et puis ça perturbe fondamentalement la femme, parce que la femme est un être extrêmement sensible, Dieu l'a créé ainsi, et quand elle se donne à un homme, elle se donne entièrement. Et il faut la préparer justement à ce genre de don pendant qu'elle est jeune fille. Mais si il se trouve déjà qu'elle s'est livrée quelque part, partiellement à d'autres personnes, elle ne peut plus jouir du bonheur. Il y a beaucoup de femmes qui en souffrent à cause d'une vie désordonnée sexuellement dans leur passé, c'est-à-dire quand elles étaient encore jeunes filles. Il y a aussi le fait que les gens disent, oui, c'est dépassé, c'est ceci, c'est ceci. Ceux qui disent ça, ils sont moralement dépassés. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus bien. Les jeunes veulent rencontrer des filles qui sont vierges, tout en ayant des fois mené des vies désordonnées. Est-ce que ça les concerne quand même de mener une vie pure et bien réservée? Bon, je veux ajouter que quand on parle de la question de la virginité s'adresse à l'homme comme à la femme. Le jeune homme comme la jeune fille doit être vierge. C'est parfois dommage, quand on pense à la virginité, on pense seulement à la virginité de la femme, de la jeune fille,
et ainsi des jeunes gens désirent se marier à des jeunes garçons, et en fait des jeunes filles vierges, alors qu'eux-mêmes sont des coureurs de jupons. Bon, c'est pas normal. Notre corps et notre être tout entier appartient à Dieu. Et c'est pourquoi nous nous préservons purs et chastes pour Dieu. Et nous rentrons dans le mariage vierge en offrant à notre bien-aimé ce que nous avions gardé pour Dieu. Et ça fait un honneur pour lui de savoir que j'ai offert à mon mari, j'ai offert à ma femme ce que j'avais gardé, préservé pour Dieu. On va tout juste revenir au micro-trottoir dans lequel il est ressorti, par exemple, que la télévision aussi avait un impact sur la sexualité des enfants. Maintenant, la question que je voudrais poser, c'est quelle attitude les parents doivent avoir face à ce qui se passe à la télévision? Est-ce que pour éviter l'influence, il faut carrément leur refuser de suivre les émissions? Ou bien est-ce qu'il faut filtrer? Ou bien quelle attitude pourrait être juste? La télé est très nocive pour nos enfants en matière d'éducation sexuelle. Et particulièrement à l'heure où tout le pays est mobilisé pour lutter contre la pandémie du sida, je trouve malsain de présenter à la télé ou à chaque bout de champ, il faut déshabiller une femme. Vous savez, le problème de sexe, c'est un problème difficile, ça attire trop l'homme. Et lorsque les gens sont bombardés quotidiennement par des films que je n'hésite pas à dire porno, eh bien ça a un impact sur leur comportement. Moi je pense que, on me dira là aussi que c'est un problème de liberté. Si vous n'en voulez pas, il faut laisser les autres regarder, c'est vrai. C'est un problème de liberté. D'accord, à ceux qui pensent comme ça, je leur dirais, est-ce que vous êtes libre de vous faire du mal? Parce que là, il faut aller plus loin. Mais je pense que nous devrons construire nos sociétés de manière assez saine pour nous permettre de vivre heureux le temps que Dieu nous donne de passer sur cette terre. Nous, en tant que parents, on doit être vigilants et prendre des mesures, je ne dirais pas aussi trop sévères, mais en causant avec les enfants, en expliquant les enfants pourquoi telle émission n'est pas de leur intérêt et pourquoi à un certain moment ils n'ont plus assez à la télévision, mais qu'ils doivent aller sur leur cahier, ils doivent aller lire autre chose qui peut donc les aider pour la vie. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux parents qui se sentent coupables lorsqu'ils voient leurs enfants dans des situations vraiment désastreuses et qui se disent que c'est parce qu'ils n'ont pas joué leur rôle? Pour guérir de la culpabilité, le remède contre cette culpabilité, c'est d'abord, ce n'est pas de se résigner, ce n'est pas de se retirer derrière l'échec, mais c'est en un premier temps faire face à cet échec. Et comment? Et je crois que pour des parents, si on n'a pas joué notre rôle et que des situations malheureuses sont arrivées, il faut reconnaître qu'on n'a pas joué son rôle. Il faut reconnaître sa responsabilité et demander pardon. Pardon à ses enfants, pardon même entre le couple. Pardon, et donc nous avons besoin de pardon pour guérir. Et les enfants doivent aussi être aptes à pardonner leurs parents pour les échecs et leur manque le fait qu'ils n'ont pas joué leur rôle, et pardonner et recevoir le pardon des parents pour être guéris. Et c'est le pardon qui nous guérit. Et nous avons besoin ensemble aussi du pardon de Dieu pour être guéris. C'est vrai qu'en tant que parents, si on échoue, on peut repartir à zéro. Parce que la grâce de Dieu est là, le pardon de Dieu est là, comme le dit M. Lompo. C'est vrai qu'on a toujours besoin de la grâce de Dieu pour pouvoir avancer avec nos enfants. J'appelle les parents à ne pas se décourager et laisser faire. Aux parents qui ont des enfants qui commencent timidement justement dans cette mauvaise voie, je leur demande également de nous contacter pour que nous puissions les aider par des conseils. Il y a des conseillers conjugaux, il y a aussi des conseillers familiaux, pour que nous puissions les aider à récupérer ces enfants avant que ça ne soit tard. Vous savez, lorsque l'on se décourage, c'est comme si vous livrez votre enfant entièrement, totalement, maintenant, à des choses vraiment désastreuses.
n'arrivez pas là, chers parents. Nous sommes là pour vous aider. Maintenant, nous allons vous inviter à suivre un reportage sur un bon exemple. Aline, est-ce que tu te sentais libre de poser des questions à la maman? Bon, par exemple, en ce qui concernait l'habillement, je veux porter tel habit, je peux demander, je pouvais poser la question à la maman, est-ce que cet habit est bien, est-ce que je peux porter cet habit, est-ce que, ainsi de suite. Ça c'était possible, par exemple. Et aussi, est-ce que je dois sortir, est-ce que je dois aller à tel endroit, et ainsi de suite. Et bon, ça aussi, bon, c'était possible. Mais il y a certains domaines pour lesquels c'était difficile de poser des questions parce qu'on se disait, il y a des domaines classés comme tabous et tout ça. Mais je me dis, le moment où nous avons vraiment commencé à poser des questions, c'est quand on a instauré les réunions de famille à la maison où chacun était amené à poser des questions et à parler de sa vie. Et comment vous avez trouvé le fait de donner l'éducation sexuelle à vos filles? Est-ce que ça a été difficile? Ça n'a pas été une chose facile pour moi, dans la mesure où pour les gens de notre génération, parler de la sexualité, c'est vraiment un sujet tabou. Et donc, ce n'est pas de façon naturelle que cela se fait. Je sais simplement que dès notre jeune âge, on nous a inculqué les valeurs chrétiennes. Et moi, dans ma vie, j'ai toujours été un peu réservée par rapport à parler de certains domaines au niveau des relations avec les garçons, avec les parents. Mais je savais ce que Dieu voulait par rapport à ça, ce que Dieu demandait de nous. Et donc, j'ai vu aussi que mes parents aussi étaient un modèle, un exemple. Et donc, j'ai moi-même conduit ma vie conformément à ce que Dieu voulait, conformément à ce que je voyais vivre chez mes parents. Comme Mireille l'a dit, on nous a inculqué des valeurs déjà, des valeurs chrétiennes dès l'enfance. Et donc, bon, même quand on se comportait d'une manière qui n'était pas correcte, on savait que ce n'était pas correct parce qu'on savait déjà ce qui était bien et ce qui n'était pas bien. Et donc, on peut dire que les valeurs qu'il nous a inculquées aujourd'hui, je peux remercier Dieu et remercier mes parents pour ces valeurs-là. Et c'est à cause de ces valeurs inculquées que je suis ce que je suis aussi aujourd'hui. Bon, je crois qu'elle a relativement tout dit par rapport à notre vécu quotidien. On se sentait responsable l'un de l'autre. Le fait qu'on ait instauré des réunions de famille faisait qu'on se sentait... On se préoccupait de la vie de l'autre et s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, on avait cette liberté d'aller de dire à la personne, bon, dans telle chose, bon, ce que tu fais, ce n'est pas correct, il faut rectifier, etc., etc. Donc, ça fait qu'il y avait une certaine ambiance de confiance et puis de partage au sein de la famille. C'est ça qui a beaucoup aidé chacun. Concernant Aline, bon, il faut dire qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui venaient à la maison. Et il m'arrivait de donner mon avis par rapport à telle ou telle personne, ou même moi-même de prendre la responsabilité de chasser telle ou telle personne parce que je trouvais que la personne n'était pas bien pour elle. Oui, bon, j'écoutais, mais je ne suivais pas forcément. Mais sinon, bon, on avait quand même, on discutait vraiment souvent ensemble et tout ça. Et certains sujets qu'on ne pouvait pas discuter avec les parents, on discutait, on se donnait des conseils et ainsi de suite. Et je pense que ça a beaucoup aidé aussi. Les filles ont dit tout à l'heure, on parlait tout à l'heure des réunions de famille. C'était une astuce que nous avions trouvée parce que nous sentions qu'il fallait un cadre où les enfants pouvaient librement s'exprimer, parler même de leur vie sentimentale et recevoir des conseils de notre part. On est là avec les deux filles, mais on sait qu'il y a aussi des garçons, il y a aussi 4 garçons. Est-ce que pour eux aussi, l'éducation sexuelle avait son importance ou bien ça concernait uniquement les filles? Je pense que l'éducation sexuelle ne concerne pas seulement les filles, mais également les garçons. Il faut également que les garçons puissent être éduqués dans ce domaine et que également on puisse leur inculquer les mêmes valeurs parce que les valeurs bibliques ne sont pas pour uniquement
les filles, mais ce sont des valeurs qui sont universelles et qui sont pour tout le monde. Et pour qu'une éducation puisse réussir, il faut que les deux parents se sentent concernés. Madame Napon, quel est votre mot de la fin? Il faudrait que les parents considèrent la sexualité comme quelque chose de normal. C'est un don de Dieu et il ne faut pas que ce soit un sujet tabou. Et deuxièmement, il faudrait que l'éducation sexuelle se fasse très tôt. Ce serait bon que les parents instaurent un climat de confiance avec les enfants, pour que les enfants se sentent libres de venir à eux et de pouvoir parler de leur vie sentimentale. Il faut veiller aussi aux fréquentations des enfants, ne pas fermer les yeux. Et si vous vous taisez, ce n'est pas normal. La parole de Dieu dit qu'il faudrait instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il va grandir, il ne se détournera pas. Donc c'est une réalité. Donc vous avez entendu les filles, c'est dès le jeune âge qu'il faut commencer l'éducation. Et l'éducation sexuelle est une partie de l'éducation en général qu'on doit donner aux enfants. Nous tirons vers la fin de l'émission. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir accepté de venir sur ce plateau. C'était vraiment un plaisir pour nous de vous recevoir. Et nous espérons que les auditeurs, les téléspectateurs profiteront également de cette émission. Merci et à la prochaine. Si vous avez des questions, vous pourrez vous adresser à l'adresse qui sera affichée sur l'écran. Merci, au revoir et à la prochaine.